Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Louison Salut à tous les gars. et avec JB. Salut Hippo, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau On en discute pour parler évidemment des Ardennaises. On est en plein milieu cette semaine puisqu'on a eu deux Ardennaises la semaine dernière et puis il y en a deux qui arrivent avec les deux plus importantes. On va donc évidemment revenir sur la Flèche Ramanson et surtout sur l'Amstel Gold Race. Et puis on va se projeter et on parlera de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège avec aussi peut-être un petit mot à la fin pour le Tour des Alpes. On peut commencer par la première classique ardennaise, donc qui n'est pas World Tour, mais qui est quand même assez importante, et qui a été remportée pour la deuxième année d'affilée par un Français, de AG2R en plus, et donc qui succède à Dorian Godon, c'est Benoît Cosnefroy, qui s'impose au sprint dans un petit groupe, où on a vu notamment Dylan Teuns, Quinter Hermans, Timo Ehlens, que des gros coureurs. On a aussi Vandenberg qui a tenté d'anticiper, mais qui aurait peut-être dû plutôt attendre et jouer au sprint. Bon, c'était plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de la course. Ouais, écoute, ouais, c'était plutôt une belle course. Ça souligne, du coup, c'est la victoire de Benoît Cosnefroy, qui était en forme depuis le début de la saison, et puis qui conclut enfin en gagnant sur cette course. Je crois qu'il avait jamais remporté, et c'était un de ses objectifs, donc tant mieux pour lui. Après, à noter la belle place aussi de Joseph Blackmore, qui finit quatrième, qui avait fait un très beau début de saison sur des courses, sur les plus petites courses, mais voilà, c'est à noter. Donc, il confirme aussi au niveau. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Ouais, Joseph Blackmore qui fait un gros début de saison, comme tu as dit. Il a gagné toutes les courses toutes les courses par étapes auxquelles il a participé. Alors c'est des courses par étapes un peu. Je fais un petit aparté sur lui, désolé, mais comme il est en forme, il a gagné le Tour du Rwanda, on avait vu, Tour de Taïwan et le circuit des Ardennes. Et en plus, il a gagné Liège-Bastogne-Liège junior. C'était hier. Donc, enfin U23 pardon, c'est pas junior, c'est U23. Mais donc vraiment un très gros début de saison pour lui. Et à part ça, que des mecs en forme dans le premier groupe avec Tim Wellens notamment, Dylan Teuns qu'on a vu pas mal sur le Tour des Flandres et puis aussi Quinton Hermans qu'on avait vu gagner sur le Tour du Pays Basque. Excuse-moi. Ouais, et du coup, les mecs qu'on a retrouvés à l'avant sur cette course, on les a pas trop revus aujourd'hui sur l'Amstel Gold Race, qui a vu Tom Pidcock s'imposer, premier anglais à gagner l'Amstel. Et un final, enfin une course un peu bizarre. On attendait beaucoup Mathieu Van Der Poel et finalement il a attaqué qu'une fois et puis après il n'a rien fait. Il a contenté de rester dans le peloton. Et on a vu des coups partir et au final un petit groupe sortir du peloton avec pas mal de Français. Et finalement, on a vu les quatre plus forts sortir dans un monde et puis derrière se régler au sprint. Je pense que c'est une des meilleures courses depuis le début de l'année. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, très clairement, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une course comme ça aussi indécise et avec du suspense jusqu'au bout parce que bon, on a vu Mathieu Van Der Poel qui a dominé le round 2, qui a dominé Paris-Roubaix derrière. On pensait que ça allait être le cas aujourd'hui, mais finalement pas du tout. Donc ça fait plaisir. Tu l'as précisé, on a eu des Français en plus à l'avant. Dommage au final, ça gagne pas et ça fait même pas podium, mais c'est toujours sympa quand même de voir la Pera qui fait cinquième, Madois sixième, il y avait Paché aussi dans le top 10. Après, il y avait un temps Vauclin l'avant, malheureusement, il est repris par le peloton dans les derniers kilomètres. Mais sinon, très très belle course. Et Van Der Poel qui finit seulement 22e. Ouais, il y avait une vraie vibe de Amstel 2019, je sais pas si ça vous l'a fait, mais avec un petit groupe devant qui se regarde un peu dans le dernier kilomètre, le groupe de derrière qui est pas loin, on voit le peloton en fond quand il lance le sprint. Ça m'a vraiment donné cette vibe. Bon voilà, au final le groupe de derrière arrive pas à revenir, mais ils sont tous comptés dans le même temps, donc c'est quand même qu'il y avait vraiment très peu de marge, quoi, de marge de manœuvre. Après, moi, je suis content de voir un Mark Hirschi, par exemple, qu'on voit performer sur pas mal sur les petites courses, de le revoir sur des grosses courses. Je pense qu'il pouvait vraiment gagner aujourd'hui. Malheureusement, il est enfermé quand le sprint se lance avec Tige Benoît et Tom Pidcock qui lui ferment bien la porte. Du coup, il remonte un peu trop tard. Van Sevenant qui a sûrement tué les chances françaises pour jouer la quatrième place. Après, est-ce qu'il a eu tort ou raison? Moi, je pense qu'il a bien fait, étant donné que si le groupe de derrière revient, il fait pas mieux que quatrième, donc autant prendre les points enfin les points UCI, etc. Et puis même pour lui, une quatrième place, c'est plutôt pas mal. Et Madouas, qui m'a paru un peu, enfin, il fait sixième, mais je trouve que c'est un peu en trompe-l'œil puisque c'était un des plus faibles du groupe au final.
quand Quentin Paché faisait un boulot énorme, bah, Madouas avait du mal à tenir les roues, donc je suis quand même un peu mitigé sur sa performance. Voilà. Ouais, bah Madouas monte en puissance, on va dire, parce qu'on l'avait vu très inquiétant sur les premières courses, notamment le Tirreno et l'Estrade aussi. Et puis là, c'est vrai qu'il était un peu, c'était peut-être le plus faible du groupe qui arrive derrière. Mais bon, c'est un peu toujours la Madouas, c'est-à-dire qu'il semble toujours un peu faible. Et au final, il s'accroche et il arrive quand même à finir dans le top 10. Mais encore une fois, Madouas, bah, le problème, c'est que au moment où la course commence vraiment à s'accélérer, bah, il est mal placé. Et puis je pense qu'il a laissé pas mal de force pour se replacer. Et encore une fois, quand tu es Valentin Madouas et que tu es un leader de ce niveau-là, tu peux pas arriver et te placer aussi mal. C'est juste pas possible. Tu laisses trop d'efforts. Et je pense que ça a quand même dû faire une différence dans le final. Celui par contre qui a été impressionnant, c'est Paul Lapera parce qu'il sort avec Honoré et puis un quick step, j'ai eu C'est Vervac, ouais, Vervac, il me ouais. semble. Ouais, Louis Vervac. Et puis derrière, il résiste, c'était peut-être le cinquième plus fort. Il est pas loin de revenir, dommage que mais Pitcock attaque et Ah, ça le franchement, condamne un peu, franchement, je mais pense que c'était le plus fort, hein. Peut-être le plus fort, parce que il a fait énormément d'efforts, quasiment 30 kilomètres d'efforts, avant d'être rejoint par Pitcock, Hirschi, etc. Et ces efforts-là, je pense qu'ils payent dans le final, malheureusement, mais il est quand même assez fort encore pour attaquer le groupe Madouas et autres, parce que bon, il joue très bien le coup, il filoche pas mal, et au final, il attaque. Moi, je pense que c'est peut-être son erreur d'avoir attaqué et de pas avoir continué à filocher dans le groupe de derrière pour la jouer au sprint. Potentiellement, ça pouvait peut-être revenir. Mais même quand il attaque, il est vraiment pas loin de recoller au groupe de devant. Et c'est l'attaque de Thomas Pidcock qui le tue définitivement, entre guillemets. Mais vraiment une très très belle course pour un coureur qui a déjà gagné, il me semble, 3 fois cette saison. Donc vraiment une saison révélation pour lui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et en plus de ça, genre, il compte pas ses coups de pédale. C'est-à-dire qu'au moment où il se fait reprendre par le groupe Pitcock, il continue à passer des relais dès le moment où il s'est fait reprendre. Et après, tu l'as dit, il attaque même dans les derniers kilomètres. Malheureusement, ça passe pas pour rejoindre le groupe Pitcock. Et au final, bah, c'est quand même lui qui fait le sprint et qui gagne le sprint du deuxième groupe. Donc, il vient chercher la cinquième place. Donc, vraiment impressionnant pour Paul Lapera. et puis ouais, au-delà de ça, on a parlé des Français. On a vu aussi derrière Dorian Godon, Cosnefroy, Grégoire être bien placé. Donc vraiment une très très bonne course des Français. Mais c'est sûr que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de podium au boost. C'était pas loin, ça aurait pu revenir. C'est vrai que Van Nantes, bon, il emmène un peu tout le monde. Après, il va faire la quatrième place. J'aurais bien aimé qu'il tente peut-être un peu de sortir et de faire le coup du kilomètre plutôt qu'emmener tout le monde pour tenter un truc. Mais Ouais, bon, après je crois qu'il était vraiment à bout quand on le voit, il se tue pour revenir, hein, déjà, après l'attaque de Pidcock, il est pendant un moment, à quelques 10-15 mètres derrière et il a du mal à vraiment boucher le trou pendant un moment. Donc vraiment, c'était vraiment le quatrième du groupe, quoi. Il pouvait pas faire mieux, je pense. On a vu Tige Bennett tenter le coup du kilomètre, mais tout de suite, Hirschi et Pidcock ont été attentifs, donc je pense qu'il y avait rien à faire. ouais, mais je pense que Benoît était plus surveillé aussi. Je sais pas si Van Sevenant part, est-ce que ça saute dans la roue comme c'était Benoît? Je sais pas, bon, on se saura jamais en Ah, vrai. je pense que Pidcock et Hirschi, l'air de rien, même s'ils sont pas encore très vieux, ils ont quand même pas mal d'expérience et ça s'est senti enfin, dans leur manière de courir. Dès que quelqu'un mettait un coup de pédale un peu plus fort que l'autre, ils sautaient dans la roue. Ils allaient pas te laisser prendre 5 mètres. Tu vois, enfin, pour moi, ils étaient pas prêts à laisser le groupe de derrière revenir, tu vois. Et ni quelqu'un partir, etc. C'est-à-dire que Pidcock, même quand ça sautait des relais, il allait quand même prendre 2 fois son relais, c'est pas grave, juste pour que ça garde la cohésion de groupe. On a vu Hirschi en sauter quelques-uns, Benoît en sauter quelques-uns, mais Pidcock, il continuait toujours de mettre le tempo, tu vois. C'est des choses comme ça que parfois, dès qu'il y a quelqu'un qui saute un relais, on va arrêter de passer ses relais, on va se regarder et d'un seul coup, tout le monde revient. Là, il n'a pas laissé l'occasion de désorganiser le groupe, en fait. Ouais, et puis c'était le plus fort, Pitcock pour moi aujourd'hui. On le voit quand il attaque, ils ont quand même du mal à revenir, Hirschi et Benoît, et ouais, je pense qu'il était vraiment au-dessus des deux autres, et ça en fait un des favoris pour les prochaines Ardennaises. Ouais, et puis en plus, il gère sa course à la perfection parce que bah, il sait lui-même que c'est lui le plus rapide du groupe de 4. Donc voilà, il a compté ses efforts comme il fallait. Et puis bah, derrière, il s'impose très facilement au sprint du coup face à Marc Hirschi et Tish Benoît.
Et du coup, bah, il sera présent au départ de la Flash Royale ce mercredi. Et du coup, bah, on a une start list plutôt ouverte, puisque normalement Pogacar ne devrait pas être là. Et puis Van Der Poel non plus. Donc, est-ce que voilà, qui est-ce que vous voyez comme favori pour cette course? Bah, c'est hyper compliqué, je trouve, de dégager un favori parce que les mecs qu'on connaît qui sont très forts sur la flèche, bah, ils sont pas là. Que ce soit Pogacar, comme tu l'as dit, mais même Alaphilippe qui adore cette course n'est pas présent. Bon, Valverde a pris sa retraite depuis maintenant quelques années, donc il sera pas là non plus. Et puis même un Michael Landa, par exemple, qu'on a vu très bien performer l'an dernier, bah, il est pas là non plus puisqu'il est tombé. Donc bon, les noms faciles à trouver, c'est Mathias Kielmose, par exemple, qui avait très très bien performé l'an dernier, qu'on a vu aujourd'hui, qui semblait assez en forme, même s'il est resté dans le peloton. Il a planté une ou deux attaques qui ont semblé assez tranchantes. Mais à part ça, c'est vraiment une course qui peut partir dans tous les sens. Parce qu'on connaît la physionomie, hein, ils vont arriver dans la dernière côte, et puis là, ça va se jouer vraiment aux jambes. Donc, perso, à part Skelmos, je vois pas de gros favoris. Mais après, évidemment, on peut citer aussi Dylan Teuns qui l'a remporté il y a 2 ans de ça. Après, voilà, cette année, il n'est pas aussi en forme. Même s'il a une belle forme, il n'est pas aussi en forme qu'il y a 2 ans sûrement. Après, on a Mark Hirschi, forcément, qui fait deuxième aujourd'hui, qui lui aussi a déjà remporté la Flèche Wallonne. Donc, de ce côté-là, il y aura l'expérience. Après, avoir du coup des Français, si on peut compter sur Benoît Cosnefroy, ou alors pourquoi pas sur Kevin Vauquelin, et je sais pas d'autres qui on peut citer du côté français, peut-être Romain Grégoire. Ouais, Romain Grégoire, Ouais, ça peut être une belle carte, ouais. Ouais, ouais. Sinon, niveau d'expérience, il y a aussi Michael Woods. Je crois pas qu'il l'ait déjà remporté, mais c'est une course qui peut vraiment correspondre à son profil. Après, je l'ai pas trop vu faire des bonnes performances récemment, enfin, à moins que j'ai loupé quelque chose. Mais ouais, mais comme tu as dit, ceux qui l'ont déjà gagné ont l'avantage de savoir exactement à quel moment placer leurs accélérations. On sait que ça va se jouer aussi beaucoup au placement, ce qui fait un peu peur pour les Français notamment, qui ont souvent du mal avec ça. Mais ouais, sinon je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a plein de mecs qui peuvent. Voilà, on a vu Carapaz assez en forme aujourd'hui, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas forcément ceux à qui ça correspond. Cette course elle est vraiment très particulière au niveau du profil. Ouais, et puis attention, parce qu'il y a quand même pas mal d'ascensions du mur de Huy. Donc pourquoi pas cette année avoir un scénario un peu différent, avoir des coureurs qui veulent un peu plus partir de loin. Il y a quand même des gros collectifs, je trouve, AG2R, même Groupama. Il y a peut-être des équipes qui ont intérêt à ce que ça n'arrive pas à grouper en bas du mur de Huy. Donc moi, j'aurais bien une course un peu plus peut-être offensive que d'habitude. Moi, j'y crois pas du tout pour le coup, mais en vrai, ce serait cool, hein. Donc, on espère que tu auras un peu raison. Et du coup, bah, une course offensive, on en aura peut-être une, enfin, on espère, sur Liège-Bastogne-Liège. Puisque ce sera, alors, est-ce que ce sera un duel Pogacar-Van Der Poel, ou est-ce qu'on peut voir, bah, comme aujourd'hui, des outsiders un peu tirer leur épingle du jeu et piéger les deux favoris? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je sais pas si c'est probable, mais on aimerait bien. Parce que aujourd'hui, c'était, comme on l'a dit, c'était hyper sympa à regarder. Et malheureusement, ça se lance assez tard quand même, parce que tu as l'impression qu'ils attendent tous l'attaque de Van Der Poel. Et au moment où Van Der Poel n'a plus aucun équipier, est tout seul et n'attaque toujours pas, là ils se disent: «Oh, il y a peut-être un truc à faire, quoi». Mais tant qu'il y a un équipier pour Van Der Poel et des équipiers, bah, il en aura, et surtout Pogacar en aura vu l'équipe monstrueuse qu'ils vont ramener. S'ils attendent qu'il y ait plus d'équipiers, il y aura pas de course parce que voilà. Mais du coup, on peut y croire, surtout que Van Der Poel aujourd'hui a quand même pas fait la performance de l'année, donc je sais pas si c'est du bluff, si c'était une course un peu juste pour montrer le maillot aux Néerlandais, et puis faire des kilomètres un peu de récupération. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pas sa performance de l'année, donc peut-être qu'il est dans une phase de moins bien. En même temps, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un pour lutter si jamais Pogacar est fort, quoi. Donc je sais pas ce qui est le mieux à souhaiter. Bah écoute, moi, j'y crois pas trop finalement. Un duel Van Der Poel et Pogacar, j'y croyais il y a quelques jours, quoi, bah, quand on a vu Van Der Poel ultra dominer
les Tours de Flandre et Paris-Roubaix, mais voilà, c'est des courses assez spéciales, les Flandriennes. Et quand je vois sa méforme aujourd'hui, je vois pas comment il pourrait battre Tadej Pogacar, qui lui va vraiment être en pleine forme normalement. Et d'ailleurs, c'est vraiment étonnant sa méforme d'aujourd'hui, parce que il est quand même dans le groupe des favoris derrière. Il n'y a pas un seul moment où on le voit attaquer sur l'Amstel Gold Race là. Par exemple, Skelmose a tenté d'attaquer et Van der Poel non, alors que pourtant ses équipiers ont roulé pour lui. Et en tant qu'ultime favori, même si c'était course perdue, il aurait quand même pu tenter, je pense, d'attaquer, voilà, pour montrer son maillot de champion du monde peut-être. Après, c'est Van der Poel, donc il a aucun intérêt à aller faire une 10e place sur l'Amstel Gold Race. Mais voilà, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un comportement un peu bizarre pour Mathieu Van der Poel. Bah, moi, Moi, pour le je crois pas trop à la méforme pour le coup, parce que tu as dit s'il a fait rouler son équipe, il sort quand même de classiques où il était très en forme. Alors peut-être que c'est un coup de moins bien, peut-être aussi que c'est une fringale, on sait que ça lui est déjà arrivé, mais je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il voulait pas gagner en fait, qu'il est resté dans le groupe, il est resté au milieu de groupe, il a jamais rien tenté. Moi je pense que c'était surtout dans la tête et pas trop dans les jambes, donc à voir ce qui va se passer dimanche. Mais moi, au-delà de ça, je suis pas sûr que sur un parcours comme ça, Van der Poel soit capable de rivaliser avec Pogacar. Je pense qu'il peut au top de sa forme, mais Pogacar me semble quand même un peu plus avantagé sur ce genre de parcours. ouais, de toute façon, c'est clair que Pogacar, c'est l'ultime favori, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il arrivera à arriver en solitaire? C'est ça la question, parce qu'après, au sprint, il peut toujours y avoir des surprises. On se souvient de Van der Poel qui avait perdu son sprint contre Asgreen sur le Ronde 2. Donc, si jamais ça arrive à 2, à 3, à 4, en fonction du positionnement, en fonction du jeu avec les nerfs des adversaires, il peut toujours perdre un sprint. Pogacar, ça peut lui arriver, même s'il est très très fort. Donc voilà, les gros noms qui seront ses adversaires, c'est les mêmes que ceux qu'on a cités pour l'Amstel et pour la Flèche, hein, grosso modo. Mais je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui se fait peur à Pogacar, à moins qu'il y ait encore une fois un groupe qui sorte devant, qui s'entende bien et qui comment dire, se débarrasse de Pogacar un peu par la force des choses. Mais je pense que pour ça, il faudrait vraiment qu'il y ait un UAE dans le groupe et que le UAE, du coup, ne collabore pas et potentiellement, du coup, c'est quand même l'UAE qui gagne à la fin, quoi. Parce que voilà, Hirschi, on l'a vu aujourd'hui, il était très fort. Vous avez dit que Pidcock était largement le plus fort. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Hirschi était vraiment quasiment au même niveau. Enfin, je pense qu'il aurait pu gagner sans problème. Donc voilà, si Hirschi est dans le groupe et fait aucun effort, je pense que ça va décourager quand même pas mal de monde, quoi. Donc voilà, ça me paraît très compliqué, à moins d'un miracle Van der Poel, encore une fois. Mais est-ce que c'est ce qu'on a envie de voir? On l'a déjà vu gagner 2 monuments. Est-ce qu'on a envie vraiment de le voir gagner un troisième monument d'affilée? Je suis pas sûr non plus. Donc ouais, c'est un peu perdant-perdant, j'ai l'impression, ce Liège-Bastogne-Liège quand même. C'est vrai que j'ai un peu du mal à voir Pogacar être battu, comme tu dis. En plus, il a un collectif énorme autour de lui. À voir, il faudra tenter, il faudra vraiment partir de loin, un peu comme ils l'ont fait aujourd'hui, un peu comme la Perra l'a fait, tenter des coups qui semblent un peu impossibles, mais au final, il faut aller te chercher derrière, parce que s'il se retrouve un peu isolé dans le final, Pogacar, bon. Après, le problème de Pogacar, c'est qu'il peut attaquer à 60 km de l'arrivée et finir tout seul, quoi. Donc, t'as beau tenter de sortir de loin, c'est un peu compliqué. Moi, je sais pas trop. Peut-être Pidcock dans un très grand jour. En plus, Pidcock va plutôt vite au sprint. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Ouais, ouais, Pidcock, faudrait vraiment que ce soit le jour de sa vie, hein, quand même, parce que... je- Bref, bon, on espère qu'ils nous feront mentir, hein. C'est les coureurs qui font la course, donc voilà. Et puis Pogacar qui a quand même, enfin, même s'il revient d'un stage d'altitude, donc il devrait être très en forme, il a quand même pas couru depuis le Tour de Catalogne, donc ça fait un petit moment. Peut-être que ça peut jouer aussi, puisque on sait que les efforts d'entraînement, c'est pas forcément les mêmes que ceux en course. Et puis voilà, mais bon, quand on voit Van der Poel qui est capable de gagner 2 monuments sur 5 jours de course, je pense que Pogacar, c'est pas 2 semaines de pause qui vont lui faire peur, quoi. Clairement. Et puis, du côté français, on a un peu déjà dit l'écart, c'est un peu les mêmes que ceux qu'on a vus sur l'Amstel. À noter aussi le retour de David Gaudu, qu'on a vu très fort. C'était sur les classiques, classiques du Doubs, Tour du Jura, les trucs comme ça.
Est-ce que vous pensez que Godu peut performer ou est-ce que c'est un peu tôt pour lui? Moi, je pense que c'est un peu tôt, surtout que ses performances dans le je sais plus si c'était Tour du Doubs ou classique du Doubs, enfin peu importe, elles sont un peu à nuancer, au vu de la concurrence. Parce qu'au final, on a vu Lenny Martinez, gagner 2 des 3 et du coup Gaudu remporter la troisième il me semble, il me semble que c'est ça. Et du coup, bah, on a quand même vu Lenny Martinez battre David Gaudu quand ils étaient alignés tous les 2. Donc est-ce que vraiment c'est David Gaudu qui était impressionnant sur celle qu'il a gagnée ou c'est plutôt la concurrence qui était, bah, un peu faible? Bon, je prononcerai pas, mais je pense que c'est limite pour Liège-Bastogne-Liège, en tout cas. Ouais, moi je te rejoins un peu, JB, je suis d'accord. Je vois pas David Gaudu rivaliser avec Pogacar ou encore Hirschi et Pidcock. Après, ce qu'il faut souligner, c'est le gros collectif de Groupama FDJ qui viennent quand même du coup avec Valentin Madouas, qui a déjà fait troisième, ou encore Romain Grégoire et Quentin Paché, qu'on a vu très en forme aujourd'hui. Moi, c'est plus ça que je vais attendre de Groupama FDJ, voilà, voir ce qu'ils arrivent à faire avec leur force collective. Ouais, et je suis d'accord. Et puis je trouve que Groupama, ils ont un beau collectif et en plus ils l'utilisent plutôt pas mal. Ils font pas que attendre derrière, attendre que Van Der Poel sorte, machin. On l'a vu sur Paris-Roubaix, ils étaient sortis avec Kung. Là encore, ils sortent avec Madouas et Paché. Et donc, ouais, ils vont avoir Godu en plus. Je suis d'accord avec vous que pour moi, c'est un peu tôt encore. Son objectif, c'est le tour, donc il sera pas assez en forme. Mais pourquoi pas le voir sortir assez tôt, je sais pas, à 80 km de l'arrivée, dans un coup pour anticiper. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de suivre ça. En plus, si on ajoute le collectif Décathlon. Par contre, côté français, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est la Cofidis. C'est assez catastrophique leur bilan. Aujourd'hui, il n'y a personne qui finit la course. Ils n'ont aucune victoire. Et puis, on a appris que Guillaume Martin devrait ne pas prolonger apparemment. Donc, un peu cata le début de saison. Ouais, bah, si on fait souvent le point enfin tous les mois, toutes les fins de mois, on fait le point sur Instagram, des victoires, donc c'est vrai qu'on les voit, être, au fond du trou depuis le début de la saison. Ce qui est d'autant plus étonnant que la saison dernière, ils avaient réalisé une superbe, saison avec, on se souvient des 2 victoires sur le Tour de France, mais pas que. Bryan Coquard qui avait gagné sur le Tour Down Under dès le tout début de la saison. Enfin, c'était vraiment, top et passer de cette super saison à là, une saison qui jusqu'ici est vraiment catastrophique, bah, ça fait bizarre et c'est un peu dommage puisque, bah, la saison dernière, c'était vraiment, un peu une révélation Cofidis et et voilà, bah, c'est un peu triste, quoi. Moi, clairement, ça m'étonne pas trop. Quand on voyait leur mercato qu'ils ont fait l'été dernier, on avait fait une vidéo là-dessus, où il était vraiment pas terrible leur mercato de base. Donc, bah, de voir qu'ils performent pas, ça m'étonne pas. Après, c'est vrai que 0 victoire, c'est quand même dur pour eux quand on a des cartes comme Brian Coquard ou Yannis Aguirre ou encore Guillaume Martin. Voilà, ils sont pas loin à chaque fois, mais bah, pour l'instant, ça fait 0 victoire. Tu l'as dit, du coup, il y a Guillaume Martin qui va sûrement partir en fin de saison et on a aussi entendu parler qu'il voulait peut-être recruter Emmanuel Bourman. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, ça me hype pas trop. Ah bah, pour moi, c'est le Kata de chez Kata. Je vois aucun intérêt à recruter Emmanuel Bourman. À moins que le mec se transforme incroyablement, mais même, on va dire, à son prime en 2019, voilà, c'était pas non plus un coureur exceptionnel. Donc, moi, pour moi, ce serait vraiment la pire idée au monde de faire ça. Après, peut-être qu'il fera mentir. Ouais, je dirais pas jusqu'à dire que c'est la pire idée au monde, voilà, ça dépend qui tu recrutes aussi à côté. Si c'est ta grosse recrue de l'été, c'est clair que ça la fout mal, mais après ça reste un bon coureur, c'est peut-être ramener des victoires en échappée et cetera, mais oui, c'est clair que ça doit pas être, ta signature de l'été, quoi. Ouais, clairement. Et puis pour finir, du coup, on va pas reparler du Tour des Alpes qui a lieu la semaine prochaine. Avec un très gros parcours, beaucoup de montagnes, mais une petite start list par rapport à ce qu'on a eu l'occasion d'avoir les dernières années. Du côté d'Ineos, on a Geraint Thomas, on a aussi le français Romain Bardet. Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient à l'esprit là pour ce Tour des Alpes? Bah écoute, du côté de Decathlon G2R la mondiale, on aura Ben O'Connor. Après, c'est vrai que la start list est plutôt faible parce que je vois pas entre Geraint Thomas, Ben O'Connor et Romain Bardet qui peut tirer son épingle. Bah, il y en a sûrement, mais Moi, je pense qu'il y a Michael Storer, auquel il faudra faire attention avec le très beau début de saison de la Tudor.
qui emmène aussi, si je me souviens bien, Mathis Rondel, qu'on avait interviewé, donc qu'on suivra de très près, mais qui est encore un peu juste pour jouer la gagne, je pense. Peut-être une petite victoire d'étape à venir. Et puis après, moi, je me dois de. Comment dire? J'ai un peu peur de la start list de Lidl Trek parce qu'ils étaient censés emmener Giulio Ciccone sur le Tour des Alpes comme sur le Giro. Au final, il n'est pas là parce qu'il a eu des problèmes de santé en début de saison. Et du coup, ils vont emmener une start list sans personne. Donc ça fait un peu peur, quoi. Vraiment, du coup, ça manque de leader parce que normalement, ça aurait été une belle carte pour le remporter, ce Tour des Alpes. Mais du coup, bah, c'est un peu dommage. Ouais, on peut aussi noter Tiberi, qui avait fait un bon Tour de Catalogne. Chris Harper aussi, un peu dans la même idée. Et puis, ouais, t'as parlé de Ben O'Connor, chargé de 2R. Il y a aussi les frères Paré-Peintre. On a aussi Tronchon qui fait un bon début de saison. Grosse start list du côté d'AG2R. Et puis chez Bora, on a aussi Sergio Higuita, donc, qui est capable du meilleur comme du pire. Mais quand on voit ce genre d'arrivée un peu qui finit souvent en descente, un peu avec du plat, quand on connaît sa pente de vitesse, il pourra aller sûrement chercher une ou deux étapes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des courses de cette semaine et de la semaine prochaine. Donc on se retrouve normalement jeudi prochain pour un nouveau concept. Et puis après, on se retrouvera Ouais. pour un débrief de Liège-Bastogne-Liège et puis de la Flèche Wallonne. On se dit à la prochaine. Salut les gouttes.